remercie le comité d'organisation de m'avoir convié à parler d'un thème qui m'est très cher, celui des prescriptions des examens pré-interventionnels. Et je suis très heureux de vous présenter mon hôpital, d'accord, c'est l'hôpital militaire à Agadir. Alors, on m'a demandé de répondre à cette question. Les examens pré-interventionnels systématiques ont-ils encore une place en 2017? Vous avez vu que pour le sujet âgé, il y a eu une petite controverse, mais finalement, tout le monde s'est mis d'accord sur l'importance de l'examen clinique. L'évaluation clinique d'abord, l'examen clinique, et puis à partir de là, on décidera s'il faut, oui ou non, réaliser des examens complémentaires pré-interventionnels. Donc, la réponse à la question est non. Voilà. Il n'y a aucune place aux examens faits de façon systématique. On peut s'arrêter là, ouvrir le débat, et non, pas... Donc, vous voulez quand même que je justifie. Bien. Alors, ça remonte à quand même quelques années. On est à 30 ans. Qu'on parle des examens de luxe, de routine, et des examens qui sont faits, ça c'est en France, un pays développé et qui essaie de justifier les examens. Et ça n'a pas changé 25 ans plus tard. On parle toujours de la même manière. Ils sont injustifiés, ils sont trop prescrits, et puis ça n'amène pas grand-chose. Et c'est une question finalement universelle. Tout le monde s'accorde, que ce soit les sociétés savantes américaines, européennes, canadiennes, australiennes, la nôtre aussi, puisqu'elle a choisi ce thème de discussion dans une session plénière, et tout le monde s'accorde, dans toute la littérature internationale, on s'accorde pour dire qu'il faut rationaliser la prescription des examens pré-interventionnels. Alors, je vous passe en revue pratiquement toutes les sociétés existantes sur Terre, et puis la société française, comme nous sommes un pays francophone, la Société française d'anesthésie-réanimation, quand elle a fait ses recommandations formalisées d'experts, elle a fait appel à pratiquement 14 autres sociétés dans des disciplines différentes pour pouvoir amener des décisions. Et donc, je prendrai comme exemple, enfin, comme référence ces recommandations tout le long de ma conférence. Et j'essaierai donc de justifier. Alors, on ne parle pas de la chirurgie ni cardiaque, bien sûr, pulmonaire, ni intracrânienne, où il y a des recommandations claires. Il n'est pas question que, au cours de la consultation d'anesthésie, on fasse du dépistage. Pourquoi? Parce que c'est le moment d'interroger, d'examiner dans une optique d'anesthésie. Le dépistage, si on interroge bien, on examine bien, certainement, si on découvre quelque chose, ça va aboutir à la réalisation d'examens. Bien sûr, dans ces recommandations, on n'a pas parlé des nouveau-nés jusqu'à l'âge de 28 ans. Alors, ces recommandations ont utilisé la méthode GRADE que vous connaissez très bien, et la catégorie GRADE+, il faut faire, ou GRADE-, il ne faut pas faire, sont des recommandations dont la qualité est haute. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les recherches à venir ne changeront pas l'impression qu'ont eu tous les experts, et leurs décisions ne changeront probablement pas. Alors, contre quoi devons-nous faire la guerre de façon constante? C'est contre ces examens qui sont demandés, sont en dehors de signes d'appel anamnestique. On revient à la clinique. Ou clinique, ou devant une intervention bien sûr chirurgicale ou une procédure non chirurgicale, diagnostique ou thérapeutique, sous anesthésie. Alors là, je pense que tout le monde va s'accorder pour dire que la pierre angulaire de l'évaluation, donc la pierre angulaire, c'est la pierre par laquelle tient l'édifice. Donc si on enlève cette pierre, l'édifice tombe. Et donc cette pierre angulaire, c'est l'anamnèse et l'examen clinique. Et c'est ça qui va permettre d'assurer une évaluation du risque opératoire au cours de la consultation d'anesthésie, qui fort heureusement est devenue de plus en plus pratiquée sous nos cieux. Et elle va aboutir, comme mes
confrères et amis ont déjà dit, soit à une réalisation d'un avis spécialisé ou à des examens pré-interventionnels. Mais alors, là, il n'y a pas, dans tous les pays développés et dans nos référentiels de la Société marocaine d'anesthésie et réanimation, il n'y a pas, c'est écrit noir sur blanc, il n'y a aucune norme réglementaire qui l'impose. En revanche, un dossier d'anesthésie doit être obligatoire et il faut y consigner tous les éléments auxquels on a abouti. Alors, je ne reviens pas sur l'importance de la consultation d'anesthésie, sur l'évaluation du risque, bien sûr c'est la classification ASA que vous connaissez, le risque chirurgical dont a parlé mon ami le professeur Khan, et bien sûr évaluer le risque anesthésique. Cette plaque vous connaissez très bien. Le risque d'avoir des complications cardiovasculaires en post-opératoire jusqu'à J30 post-opératoire, d'avoir un décès ou un infarctus. Et les chirurgies, ce n'est pas à titre exhaustif, c'est uniquement des exemples. Donc, pour chaque structure, on doit pouvoir classifier les interventions. Alors, pourquoi on fait un examen? Bien sûr, comme disait mon ami Khan, pour diagnostiquer une pathologie ou un état non suspecté, à l'interrogatoire ou à l'examen clinique, c'est ça qui justifierait un examen systématique. Ils peuvent servir de référence. Un coronarien connu, on doit avoir quand même un ECG pour voir si, lorsqu'il fera une complication, est-ce que c'est le même ECG ou est-ce qu'il y a une variation de l'ECG. Et enfin, ils peuvent participer à l'évaluation du risque. Alors, qu'est-ce qui justifie un examen? Eh bien, c'est finalement, est-ce que, je vais parler en termes statistiques, la valeur prédictive positive, la valeur prédictive négative, quelle est la sensibilité, quelle est la spécificité, mais finalement, si on doit traduire ça, alors est-ce qu'il identifie, le test identifie-t-il de façon correcte les anomalies qu'on va rechercher? Est-ce qu'il modifie la stratégie interventionnelle ou anesthésique? Et enfin, est-ce qu'il modifie l'évaluation du pronostic du patient à opérer? Et alors ça, c'est le socle finalement. Il n'y a aucun examen qui est constamment normal chez le sujet sain. Et il n'y a aucun examen qui est constamment anormal chez une personne malade. Je vois que ça vous fait rire, mais si on annonçait à un monsieur qu'il était enceinte, ça s'appelle un faux positif. Et si on faisait ça, si on disait le contraire, pour une femme, ça sera un faux négatif. Alors, comme je suis militaire, je vais vous passer en revue les examens complémentaires. J'ai choisi exprès une bonne... c'est des Chinois hein, qui peuvent défiler comme ça en mixte. Alors, je vais passer... on en a déjà parlé tout à l'heure avec mes amis. Alors, l'hémostase... Alors, je vais passer très vite, puisque la prévalence des anomalies congénitales d'hémostase, c'est 1 sur 40 000. Ce sont essentiellement les troubles d'hémostase liés à la prise de médicaments qui sont, dans la majorité des cas, retrouvés et qu'on peut retrouver, bien sûr, par l'interrogatoire. Et quand on voit la validité, la probabilité d'avoir un TCA anormal dans la population normale, eh bien, il est de 1 sur 40. La prévalence des troubles de l'hémostase constitutionnelle asymptomatique, 1 sur 40 000. Donc, il y a 1000 fois, il faut faire 40 000 TCA pour dépister un cas asymptomatique. Donc, les faux positifs, on en rencontre de façon énorme. Et là, je passe directement à la conclusion. Est-ce que ça prédit le risque hémorragique quand on a fait un bilan d'hémostase? Ben non. Les examens standards d'hémostase systématique ne permettent pas de prédire le risque hémorragique péri-interventionnel. Et quand on les prend un à un, eh ben c'est la même chose. Ils ne prédisent pas le risque. Et puis, ça ne modifie pas la prise en charge. C'est toujours dans moins de 1%. Est-ce qu'il y a un pointeur? Bon, voilà, donc c'est toujours moins de 1%. Alors c'est pourquoi
Pour les rechercher, il vaut mieux poser des questions, donc à la recherche d'une diathèse hémorragique. Et dans notre pays, tous les garçons ont subi une circoncision, donc on peut demander si la circoncision s'est bien passée, et c'est un élément qui, pour déjà la moitié de la population, nous permet d'éviter d'aller vers un bilan d'hémostase systématique. Alors donc, finalement, voilà la recommandation de l'ASFAR, c'est qu'il ne faut pas, il n'est pas recommandé de prescrire un bilan d'hémostase de façon systématique, lorsque en dehors, chez les patients dans l'anamnèse, ça revient, et l'examen clinique, ça revient, ne font pas suspecter un trouble d'hémostase. Quel que soit le score le grade ASA, quel que soit le type d'intervention et quel que soit l'âge du patient. Je vois grincer des dents, hein, et bien sûr, quel que soit le type d'anesthésie aussi. Si on n'a pas d'éléments cliniques, on n'a pas à faire un bilan d'hémostase. Alors, donc, c'est un non partout à toutes les questions, quel que soit le risque d'intervention, sauf lorsque, bien sûr, on a des éléments d'orientation clinique. Alors, pour les examens cardiologiques, je suis un tout petit peu en désaccord avec mon ami Khatouf, parce que je crois que les cardiologues aussi sont en nombre assez restreint, et si on commençait à leur demander des échographies à tout le monde, si c'est justifié, ça ne pose aucun problème. Quant à l'ECG, vous l'avez si bien dit, au-delà de 65 ans, eh ben, ça se voit, il y a 4 fois plus de risques de trouver des troubles de rythme que chez les personnes de moins de 65 ans. Alors pour l'écho cardiaque, en principe, elle n'est pas recommandée si on n'a pas de signes cliniques orientant vers sa réalisation. Donc pour les examens cardiologiques, pour les interventions à risque faible, intermédiaire ou élevé, non, sauf lorsque l'âge est supérieur à 65 ans. Quant à l'échocardiographie, là aussi il y a un non, sauf lorsqu'il y a une orientation clinique. Pour les examens pulmonaires, je ne reviens pas sur ça, il n'y a pas besoin d'en faire. On peut dire que nous sommes un pays d'endémie tuberculeuse et dans ce cas, il faudra faire du dépistage. Non. Si on interroge correctement, on pourra aussi trouver des signes et là aussi, ça sera justifié pour la faire. D'autant plus qu'elle ne permet pas de prédire la survenue de complications ventilatoires post-opératoires et seule une radio normale permet de nous tranquilliser. Alors donc pour les examens respiratoires, là aussi le non est un peu partout, sauf bien sûr quand il s'agit d'une chirurgie cardiothoracique ou d'une pathologie évolutive aiguë ou cardiopulmonaire évolutive ou aiguë. Alors pour l'hémogramme, oui, il faudra le faire lorsque on est devant une chirurgie intermédiaire ou majeure pour son caractère pronostic et d'aide à la décision. Et je vous passe ces études pour vous dire, voilà, il faut le faire, ne pas le faire dans les interventions à risque faible. Quant au groupage et RAI, il ne faut pas les faire quand on a une intervention à risque de transfusion ou de saignement faible. En revanche, lorsqu'il y a un risque de transfusion ou de saignement intermédiaire ou élevé, oui, il faudra la faire. Et je vous rappelle que la validité des RAI est prolongée de 3 jours à 21 jours lorsqu'il n'y a pas de circonstances immunisantes. Quant aux examens biochimiques, le plus important, c'est l'évaluation de la fonction rénale. Et là aussi, c'est qu'en présence, lorsqu'il existe une pathologie sous-jacente ou lorsqu'il y a des facteurs de risque d'une pathologie rénale chronique. Donc là, non pour l'intervention à risque faible, oui pour les interventions à risque intermédiaire ou élevé, et non pour l'examen biochimique des urines. C'est une question qui reste importante pour toutes les femmes en âge de procréer. Est-ce que la personne que nous allons opérer est enceinte? Donc il faut poser la question, êtes-vous enceinte? Est-il possible que vous soyez enceinte? Êtes-vous certaine de ne pas l'être? Et lorsque la réponse à la deuxième question est en affirmatif, il faut faire un dosage de bêta-HCG, bien sûr après avoir eu le consentement de la patiente,
Et pourquoi? Parce que ça modifie la stratégie post-opératoire, la stratégie opératoire, puisque cette personne, il y aura un report de l'intervention chaque fois que possible. Alors, si on doit se résumer, d'accord, eh bien, les examens préinterventionnels en fonction du risque lié au patient et à l'intervention. Lorsque le risque de l'intervention est faible, qu'il soit le patient qui soit de ASA 1, ASA 2, 3 ou 4, il n'y a pas lieu de faire des examens complémentaires. En revanche, lorsque le risque de l'intervention est un risque intermédiaire ou élevé, il faut pour les personnes ASA 1 et 2 prescrire un bilan en fonction du risque opératoire. Et pour les patients ASA 3 ou 4, en fonction du risque lié au patient et au risque opératoire. Alors j'arrive, il ne me reste pas beaucoup de temps, et je dois vous parler de l'intérêt d'une prescription raisonnée. C'est au fait la réduction des coûts, puisqu'on est passé d'une médecine où la vie, enfin du concept de la vie qui n'a pas de prix, à celui de la médecine qui a un coût. Et donc, ce que je veux dire, c'est que l'aspect financier n'est pas un élément décisionnel sur lequel s'appuient les praticiens pour réduire les prescriptions d'examens complémentaires. Mais il apparaît clair que l'ensemble des prescriptions par excès ont un coût qu'on ne peut pas ignorer. Ça, c'est une réalité, je veux vous le montrer. Et le but, bien sûr, n'est pas de supprimer la liberté de prescription, mais au contraire de la rationaliser et de permettre une prescription beaucoup plus précise, appropriée au patient, tout en lui garantissant la sécurité. Nous avons les différents éléments clés pour prescrire ou ne pas prescrire un examen complémentaire. Donc on devrait, est-ce que prescrire mieux et rime avec prescrire moins. Cher maître, il y a le minuteur. Donc, ce mémoire donc, qui montre qu'après utilisation des référentiels, il y a une division donc, des surcoûts de pratiquement un facteur de 3. Alors, là, il y a une session dans la SPHAR 2015 qui a été consacrée aux communications libres sur les examens complémentaires et l'évaluation préopératoire. Et que ça soit en Tunisie, où on trouve encore qu'il y a une prescription abusive et qu'il y a une méconnaissance des surcoûts entraînés, que ce soit en France où on constate encore qu'il y a d'autres personnes que les médecins anesthésistes qui prescrivent. Vous voyez ici des rhumatologues, des gastro-entérologues qui prescrivent des bilans pré-interventionnels. Que ce soit en France où on continue à prescrire des bilans d'hémostase de façon abusive. Et là, même si je déborde une minute, voyez, on parle amygdalectomie, cholécystectomie, thyroïdectomie, hernie discale lombaire, chirurgie mammaire. Donc ce sont des chirurgies les plus courantes. Et là, malgré ça, on continue à prescrire les bilans d'hémostase. C'est un papier qui est intéressant puisqu'il montre que lorsqu'on met à la disposition du praticien un papier d'aide à la décision, il y a une amélioration donc, de prescription dans le sens de restrictive. Enfin, donc, on comprend très bien pourquoi il y a des réticences, on n'arrive pas à décoller, à ne pas prescrire, c'est parce qu'il faut que tout le monde soit sensibilisé. Je reviens à notre cher pays et pour vous annoncer ce qui vient d'être publié par le ministère de la Santé. On a fait en 2014 313 973 interventions dans les hôpitaux publics. Et je garde ce chiffre à part et je vous parle de cette thèse que j'avais encadrée entre la pratique et les recommandations. Quel impact donc, de la prescription des examens préinterventionnels en consultation d'anesthésie? Et malheureusement, on n'est pas meilleur que les autres. On continue à prescrire le bilan d'hémostase de façon excessive, les ECG de façon excessive et bien sûr l'hémogramme. Et on avait analysé 2995 dossiers et on a repris 6625 examens
et nous étions avec un taux de conformité à pratiquement 90% par rapport aux recommandations. Et pourtant, on a été à l'origine d'un surcoût de 111 dirhams. Et si on multipliait ce chiffre, et là ce que je vais dire est faux parce que ça n'a aucun sens de multiplier avec le nombre d'interventions, mais si on multiplie avec le nombre d'interventions, regardez, alors qu'on est, le chiffre, 35 millions de dirhams. Quand on est en conformité, il y a un coût, un surcoût à cette prescription. Voilà donc mes suggestions vont être claires. Il faudrait d'abord sensibiliser nos autres confrères des autres spécialités à laisser le soin de la prescription des examens pré-interventionnels aux médecins anesthésistes réanimateurs. Deuxièmement, pourquoi ne pas élaborer un guide de bonne pratique sur la prescription des examens pré-interventionnels qui sera une aide à la décision à partir d'une réflexion menée par donc, les équipes de médecins anesthésistes réanimateurs et peut-être par notre société. Alors ma première conclusion, et vous l'avez compris, il faut réhabiliter l'examen clinique au cours de la consultation d'anesthésie. Qui dit examen clinique, c'est interrogatoire et examen clinique. Il faut réaliser un bilan sélectif et non systématique. Le médecin anesthésiste réanimateur doit pouvoir justifier les examens pré-interventionnels par des arguments anamnestiques et ou de l'examen clinique. Et bien sûr, ne devrait finalement être prescrit chez les personnes ASA 1, ASA 2 et en dehors dans les chirurgies à risque faible que les examens pré-interventionnels qui auraient été prescrits même en l'absence de l'intervention projetée. Et quoi de mieux que de finir en lisant ce qui est écrit noir sur blanc dans le référentiel de la Société marocaine d'anesthésie et réanimation, les examens complémentaires pré-interventionnels motivés par les données de l'interrogatoire et de l'examen et l'acte et où l'anesthésie envisagée sont indispensables. Non indispensables. Aucune règle, aucune norme réglementaire n'impose la réalisation. Vous êtes souverain en tant que médecin anesthésiste réanimateur. Il me reste 42 secondes. Oui ? Alors, je vais finir par les 10 commandements donc, de la prescription des examens pré-interventionnels. Voilà. Le premier, j'ai pas... Alors, en consultation d'anesthésie, obligatoirement, ton patient, tu interrogeras et tu examineras. Aucun examen systématique a priori tu ne demanderas. Au traitement par anti-agrégant et anticoagulant, ton attention se portera. Trouble de la diathèse hémorragique, tu suspecteras. Le bilan d'hémostase, tu feras. Si chirurgie à risque intermédiaire ou à majeur, tu projettes. Un hémogramme, tu feras. Si hémorragie, tu crains. Un groupage et une RAI, tu prépareras. Je ne sais pas pourquoi ça me... Alors, évaluer le débit de filtration, tu feras lorsque le risque d'insuffisance rénale planera. Une grossesse, tu suspecteras. Le dosage de bêta-ACG, tu demanderas. Bêta-ACG positive, te reviendra. Le report de l'intervention s'imposera. Et enfin, si par la clinique et ou par une chirurgie à risque, ton examen pré-interventionnel s'imposera, par des arguments solides, tu défendras. Et je vous remercie. Amen.